Bonjour les gens, il n'est pas encore l'heure de l'apéro, mais ça ne saurait tarder. Alors merci de patienter en écoutant votre Je dirais même plus numéro 15 sur Millennium. Ce faisant, n'hésitez pas à sortir le paquet de cacahuètes pour qu'elles soient à température ambiante d'ici 1 heure. C'est le premier dimanche de ce Rikiki de février et on est bien ensemble. Je dirais même plus, l'émission com. Votre heure hebdomadaire sur la bande dessinée, tractée par un bel attelage de chroniqueurs et queuses, alphabétiquement André Morvan, Benoît Lintanff, Clotilde Pontaillé et Damien Degnaud. Ils sont fringants comme les reines du Père Noël et on en a même un avec un nez rouge, mais on dira pas qui. En ce premier dimanche de février, nous allons nous entretenir avec une légende du scénario de BD. Un auteur affichant 30 années de carrière. Il nous parlera depuis la Touraine et nous nous équiperons de lampes frontales et de masques pour faire un peu de spéléologie autoriale, façon Gaston plongeant dans les archives, dans son beau parcours et ses collaborations. Eh ben, on est parti. Alors, je dirais même plus, l'émission comme les autres, mais au moins, on y parle de BD. Alors que les autres, souvent, c'est quand même pas souvent. Ouais, bon, ok, je la remets dans ma culotte. Je dirais même plus. Je dirais même plus Sienz et je dirais même plus Sien, c'est la 15e. Et comme on ne change pas une formule qui gagne, eh ben, on va faire exactement comme à chaque fois. D'abord, en retrouvant notre chère chronique extérieure pour y donner la parole à un libraire passionné, mais ne serait-ce point là un pléonasme, sur un album qu'il a adoré. Ensuite, en ayant un formidable et dominical invité formidable, qui n'est autre aujourd'hui que Luc Brunswick, ce grand amateur de séries télé, pour celles et ceux qui connaîtraient Breaking Bad, a un faux air de Bryan Cranston en mode Heisenberg, sauf qu'il affiche généralement un sourire chaleureux. Mais que cela ne vous prenne pas sur le sérieux du bestiau, car du haut de ses lunettes surplombées d'un crâne ovoïde à reflets, ce sont bien 30 années de scénarii de BD accumulés qui nous contemplent. Le décor étant planté, et les protagonistes ébauchés, on va tout de suite ouvrir le bal de ce Je dirais même plus sur Millennium en valsant avec notre Clotilde, qui va chroniquer une BD qu'elle adore tellement qu'elle a été saisie de ce que nous qualifions entre nous de syndrome Hellboy depuis nos premières émissions où Benoît nous parlait de Mike Mignola à absolument chaque semaine. Elle va très probablement nous s'occuper une bonne partie du mois de février avec cette série. Bon les amis, il faut que je vous avoue un truc. Depuis que j'ai commencé les chroniques en septembre, je me retiens de chroniquer un auteur, et ce pour plusieurs raisons. Lesquelles ? Déjà parce que Gilles m'attend au tournant. Il sait que je vais finir par craquer et chroniquer cet auteur. Donc j'attends le plus longtemps possible avant de lui donner raison. C'est mon côté tête de mule. L'autre raison, c'est qu'il faudrait, pour pouvoir chroniquer cet auteur, me repencher sur sa production pléthorique et ne choisir qu'une série, ou pire mes aïeux qu'un seul volume. Dilemme cordélien, je ne suis pas prête. J'ai donc trouvé la parade. Je vais parler pendant quelques chroniques de BD qu'il n'a pas dessiné, mais qu'il a scénarisé. Pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agit, ne vous inquiétez pas, j'y viens. Je vais vous parler de Boulet. D'aucuns diront que je suis sa fan numéro 1, mais ils auraient tort parce que je connais son fan numéro 1, celui qui a non pas 1 ou 2 originaux de lui, mais bien 5 ou 6 ou plus, je ne sais plus à force. Pour ceux qui ne connaissent pas Boulet, désolé, mais vous avez 15 ans de notes de blog à rattraper sur bouletcorp.com. Allez-y, vous ne le regretterez pas, il n'est pas rare d'exploser de rire en lisant ses BD. Pour commencer en douceur dans l'univers de Boulet, je vous propose de plonger avec moi dans un space opéra qu'il scénarise et qui s'appelle Bolchoï Arena. J'avais prévu à l'origine de vous chroniquer le tome 3 qui est sorti en janvier, mais les choses de la vie ont fait que je n'ai pas encore pris le temps de me déplacer jusqu'à chez mon libraire boulonnais préféré pour l'acquérir. Je vous propose donc de commencer par vous faire une chronique sur les tomes 1 et 2 que j'ai relus en anticipation de l'arrivée du tome 3. Dans Bolchoï Arena, on suit la vie de Marge, aka Marjom. Avec son amie Dana, qui est une habituée, elle découvre l'univers du Bolchoï. Un univers virtuel d'exploration spatiale dans lequel elle va vite se perdre. Il faut dire que le Bolchoï est une simulation de notre univers et il est très tentant pour une étudiante en géologie de découvrir virtuellement, à défaut de physiquement, les pluies de méthane de Titan, le plus grand satellite de Saturne. Quand je dis qu'elle s'y perd, ce n'est pas qu'elle n'y retrouve pas son chemin, mais plutôt qu'elle ne retrouve pas la sortie. Elle y passe des heures à explorer et à découvrir les différents modes de jeu qui vont de l'exploration à la conquête spatiale, en passant par des petites salles d'arcade où on peut se battre contre des zombies avec des katanas à plasma. Elle passe aussi de nombreuses heures à concevoir le vaisseau de ses rêves, celui qui lui permettra de transporter partout avec elle un labo pour analyser les échantillons de sol, de métal ou de roche qu'elle prélèvera dans ses explorations. Marge est une noob totale et une nerd de la géologie. Elle ne rêve que d'explorer et ne voit pas le potentiel du Bolchoï. Elle se retrouve un peu par hasard prise en grippe par Titanica, une société d'exploitation minière du Bolchoï, lorsque, tandis qu'elle voulait simplement visiter Titan, elle se retrouve nez à nez avec leur drone de sécurité, et refuse de se laisser évacuer gentiment et calmement.
La noob se révélera une combattante hors pair, qui se démarquera entre autres lors de la Curée, un assaut mené de front lorsque de nouvelles planètes sont ajoutées au Bolchoï, où elle arrivera à éclater des vaisseaux Titanica et à prendre le contrôle d'une partie de la planète. Un des axes de l'intrigue de Bolchoï Arena, c'est le moment où la réalité rattrape la fiction. Dans le second tome, un satellite envoyé en reconnaissance dans le monde réel atteint enfin les abords de Tyché, la 9e planète du système solaire. Et les images qu'il renvoie sur Terre sont incroyables. La planète ressemble trait pour trait à la simulation du Bolchoï. Même bande médiane, mêmes anneaux, même satellite, même nuages. Les experts eux-mêmes sont incapables de comprendre comment, en se basant sur les quelques maigres données qu'ils connaissaient, les quelques rares images pixelisées qui existaient, ceux qui ont développé le Bolchoï ont pu deviner ce que les scientifiques ne découvriraient que des années plus tard. Le copain de Marge a cette sortie géniale qui m'a fait pas mal cogiter. La science ne se fait pas dans le vide, il faut de la patience mais aussi de l'imagination. Ce sont nos rêves qui sont le moteur, la science n'est qu'un outil à leur service. Si tu demandais à Armstrong pourquoi il voulait aller sur la Lune ou à Wang Ji pourquoi elle voulait être la première à poser le pied sur Mars, je pense qu'il te parlerait de BD, de films, de rêves. Et de la patience il en faudra à Marge, qui, lors d'un lag, se retrouvera coincé dans le Bolchoï, incapable de déconnecter, victime d'un locked-in syndrome. J'en dirai même plus la semaine prochaine, lors de la suite de cette chronique sur Bolchoï Arena aux éditions Delcourt. Merci Clotilde. Et une question de Taraude. Est-ce qu'une fan transie de boulet, telle que toi, peut être désignée comme une boulette ? Je dirais même plus. Grands voyageurs que nous sommes, nous quittons le Paris de Clotilde pour rallier Quintin et y découvrir un libraire de choix, celui de la librairie Le Marque-Page, qu'il dirige avec sa femme. Il a réussi haut la main nos épreuves de sélection, notamment parce qu'il possède un très beau prénom. Ce qui l'amène à l'antenne de Millennium aujourd'hui. Bonjour Gilles Perrotin, vous avez choisi de nous parler aujourd'hui d'un album dont nous ignorons encore le titre. Allez-y, c'est carte blanche, merci. Bonjour, eh bien aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de la dernière BD de Bruno Duhamel, Fausse piste aux éditions Grand Angle, qui est paru en 2021. Bruno Duhamel est l'auteur notamment du Voyage d'Abel en 2020, de Hashtag Nouveau Contact en 2019, toujours chez Grand Angle, deux BD que nous avons déjà beaucoup appréciées. Alors cette nouvelle BD est un vrai faux western qui dézingue. Donc en voici l'histoire. Depuis 15 ans, Frank incarne le célèbre Marshall dans un spectacle quotidien de la ville de Woodstone. Déjà 15 ans que Frank Patterson Jr., acteur, endosse tous les jours le personnage de Jack Wild White Johnson devant un public toujours aussi conquis, dans un village du Far West reconstitué pour l'occasion. 15 ans qu'il rejoue toujours la même scène de duel, l'opposant à Butch Cassidy. Il est obstiné, colérique et totalement possédé par son personnage. Un peu trop de la vie du psychiatre depuis que Frank a dégainé sur un touriste officiellement jugé trop vieux pour le rôle. Frank perd tout. Licencié, son seul horizon, un voyage organisé dans l'Ouest offert par ses collègues. Pour tout bagage, sa prime de départ est un authentique Colt simple action modèle 1880 et au fond de son âme, une légende à réécrire. Direction la vallée de la mort, le Grand Canyon, monument de vallée. Le groupe, pour le moins disparate, de touristes, fait une première halte sur la terre indienne. Ce groupe représente les différents points de vue de la société américaine moderne. Cela va depuis du plus peace and love jusqu'au plus va-t-en guerre, un Marines. Dès lors, les conversations s'échauffent, notamment lorsqu'un ancien Marine remet en cause le soi-disant pacifisme des Indiens. Autre originalité de la BD de Bruno Duhamel, instaurer une ambiance électrique dès le début, faisant monter crescendo la violence au fil des jours, notamment à cause de la présence de ce touriste peu amène. Voilà un voyage qui d'emblée s'annonce pas si reposant que ça au final. Cette BD, en fait, part des légendes exagérées du Far West pour gentiment égratigner le rêve américain, une société américaine qui se cherche de nouveaux repères. L'auteur en profite aussi pour écorner les grands clichés de l'histoire de l'Ouest et les pseudo-valeurs US et leurs excès, dont par exemple le poids de la fameuse NRA, National Rifle Association. Également qu'Internet n'a pas le monopole du canular et de la fake news, mais qu'on les retrouve aussi dans les livres. C'est fait sans grande leçon de morale, sans rédemption cucu ou Deus ex machina trop facile. Les dialogues sont fournis, denses, surtout écrits avec beaucoup d'humour. Par exemple, je cite, c'est toujours difficile hors contexte, mais je cite quand même, c'est ça. Dans 3 générations, les gamins apprendront que Cochise est mort en tombant de sa licorne.
Ça donne le ton humoristique du dialogue. C'est une histoire qui est portée par un dessin, fait donc par Bruno Duhamel aussi, simple, efficace. Graphiquement, le trait semi-réaliste, il est en contraste avec une certaine dureté du scénario. Il peut étonner, mais il en est que plus saisissant, je trouve. Bruno Duhamel nous offre ainsi de très belles planches sur le paysage sauvage ou aride américain. Duhamel construit cette histoire qui sort assurément des sentiers battus avec un personnage héros, un rien naïf, un rien pathétique, mais très attachant. Un one-shot, c'est-à-dire une BD dont il n'y aura qu'un seul volume, surprenant, géré de main de maître, par un auteur qui sait choisir des sujets et les traiter avec intelligence, comme dans les 2 BD précédentes que je vous ai citées en introduction. Bref, une très belle BD, plaisante à lire, et qui fait aussi réfléchir sur notre rapport à la réalité historique. Voilà, je répète le titre Fausse piste, Bruno Duhamel, aux éditions Grand Angle. Très très bonne BD. Eh ben merci Gilles, je me lasserai jamais de ce prénom. Merci d'avoir parlé de cet album. Alors, on l'avait déjà présenté parce qu'on a reçu Bruno Duhamel dans notre émission. Et c'était un vrai bonheur. Tu pourras réécouter sur YouTube en tapant Je dirais même plus radio dans la loupe de recherche. Cela confirme que c'est donc une excellente BD. Ouais, on a tous approuvé ça à 100%. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Journée, au revoir. Je dirais même plus. On passe maintenant le micro à Benoît. Tu vas nous truster l'antenne de Millennium pour évoquer Luminary, l'une des séries scénarisées par Luc Brunswick. Notre invité du jour, voilà. Et j'imaginais un roman graphique de 600 pages sur un célibataire parisien qui remplace les 4 ampoules basse tension de son appart par des LED et l'impact que ça génère sur son bilan carbone, sa vie sentimentale et son désir inassouvi de paternité. Mais il semble que je me sois un peu fourvoyé. Alors tu vas nous éclairer là-dessus, comme le soulignait si bien la devise de l'agence de Nestor Burma, Fiat Lux. Effectivement, Gilles, j'ai vu de la lumière et je suis entré. Bonjour à toutes. Il est difficile de choisir parmi toutes les excellentes séries d'un scénariste aussi prolifique que Luc Brunswick, réalisé par autant d'excellents dessinateurs comme Cécile, Laurent Hirn, Stéphane Perger, Roberto Ricci, Étienne Leroux et j'en passe. Scénariste que nous recevons aujourd'hui dans l'entretien et auteur de Luminary. La vie est bien faite. Ouais. Et non, André. Autant certains auteurs de comics américains écrivent de très belles histoires indépendantes, autant les comics ne sont pas l'apanage des USA, puisque Luc Brunswick et Stéphane Perger se sont attachés à en réaliser un avec brio. Moebius avait réalisé avec Stan Lee une version du Surfeur d'argent, et Marini s'est dernièrement attaqué à Batman. Ici, il s'agit en fait d'un comics 100% français, car Luminary se résume à un hommage appuyé à la série photonique de l'excellent Ciro Tota, publié dans les années 80 dans les revues Spidey ou Mustang. Et je n'ai gardé ces revues seulement pour conserver celle de Photonique, pour son graphisme fin et élégant, magnifique super-héros made in France. Il faut d'ailleurs savoir que les luxueuses éditions Black and White ont réalisé des recueils de Photonique en noir et blanc pour le plus grand plaisir des amateurs éclairés. Mais il ne s'agit nullement ici d'un plaisir régressif, mais bien d'une relecture de qualité pour adultes. Car la version de Brunswick et Perger offre une densité narrative et psychologique que Tota ne pouvait alors pas développer dans le cadre de la revue destinée aux adolescents. Lire Luminary de Luc Brunswick et Stéphane Perger, après avoir admiré la version de Photonique de Tota, ressemble à apprécier un remake de certains films, comme par exemple Psycho, revu par le réalisateur canadien Gus Van Sant à partir du film Psychose de Hitchcock, où il va respecter le film initial plan par plan. Sauf qu'ici, et sur l'invitation de Tota, tous les noms des personnages vont être changés et plusieurs modifications vont être opérées de manière à ce que Luc Brunswick plonge en profondeur son scénario de super-héros dans un contexte de conflits sociaux et d'une société en crise aux USA dans une utopie du début des années 70 en misant sur une densité psychologique appuyée des personnages. Mais au fait, ça signifie quoi en fait, Luminary ? Alors, Luminary, c'est un terme anglais qui recouvre plusieurs significations pouvant être adoptées par les différents personnages de l'histoire. Éclairage, sommité, astre, lumière, et j'en passe.
Si c'est l'un des rares super-héros made in France, c'est aussi le seul à ne pas porter de slip, ou plutôt de trunks, si je me réfère à l'excellente chronique de Damien sur ce thème, il y a quelques émissions déjà. Alors, il existe déjà 2 tomes parus et le 3e vient d'être terminé par le dessinateur en attente d'édition. Les formats rappellent celui des comics américains dans un format un peu plus grand et offrent une très belle pagination, environ 120 pages pour chaque album, pour nous emporter dans les méandres d'un brillant scénario associé à la puissance de feu de Stéphane Perger, dont nous sommes complètement fans depuis le début de sa carrière. En 2019, quand j'ai appris que la reprise de Photonique se ferait par Brunswick et Perger chez Glénat, j'ai vraiment cru que c'était Noël. Bref. Et vous pensez lire un récit de super-héros distrayant, mais c'est sans compter le talent de Brunswick pour nous plonger dans un contexte social et historique très ou trop chargé avec la fin de la guerre du Vietnam, le soulèvement des Black Panthers et les problèmes de racisme et de drogue omniprésents qui peuvent peut-être ralentir l'action du récit. Car nous sommes à New York au milieu des années 70, et le trio de marginaux constituant les protagonistes originaux de Tota se trouve confronté à toutes ces dérives sociales complexes. Brunswick transcende cette base scénaristique tout en la respectant pour élever l'action dans un récit fantastique, puisque le jeune bossu, mal dans sa peau et en société, se transforme en demi-dieu de lumière et de puissance, et un jeune garçon noir dans cette histoire parle avec les animaux et met un certain temps à se croiser dans l'histoire. Cela rappelle vaguement l'histoire des mutants où les X-Men sont dotés de super-pouvoirs particuliers mais obligés de vivre en marge de la société. Stéphane Perger travaille en couleur directe et à l'encre. Et cette série, pour bien connaître son travail depuis très longtemps déjà, lui donne la possibilité d'exprimer tout son talent avec l'efficace énergie en offrant des mises en page très dynamiques, déstructurées souvent sur les doubles pages, et un jeu consommé de tous les plans possibles pour mieux traduire le récit et ses nombreux rebondissements pour un résultat époustouflant. En conclusion, il me tarde vraiment de lire la suite et la fin de cette très belle série en misant sur une apothéose fantastique que je rêve éblouissante. Un grand merci, notre Benoît. Ta prose était pleine de photons, justement, lumineuses, quoi, et de photons à photonique. Il n'y a qu'un pas que notre invité du jour nous expliquera sans doute tout à l'heure. Je dirais même plus. Voilà, février est un mois d'hiver, certes, mais c'est le plus sympa parce qu'en fait, c'est le moins long. En somme, il nous rapproche de ce printemps tant attendu où, si la pluie ou le crachin nous le permettent, nous pourrons de nouveau aller nous asseoir quelque part dans l'air pour lire des BD. Une thématique proche de celle décrite par Serge Gainsbourg et Michel Simon dans le petit bijou de chanson française que nous allons écouter maintenant et qui se nomme L'herbe tendre. Dans l'herbe tendre. C'est vrai, c'est vrai. Allô, la Touraine. Bonjour, Luc Brunswick. Bonjour, comment ça va? Bah écoute, très bien. Et donc, on est super ravis de te recevoir. Et on va ouvrir tout de suite en revenant sur le Brunswick Gate. Le dimanche 12 décembre dernier, nous t'ouvrions une antenne libre pour que tu nous fasses part d'un gros souci professionnel. La disparition petit à petit des BD sérielles au profit des BD pédagogiques, des adaptations littéraires et de la BD essai-reportage. Les gens, si vous voulez réécouter ça, allez sur notre chaîne YouTube, je dirais même plus radio. C'est dans l'émission avec Pierre Oisem. Peux-tu revenir là-dessus, si tu le souhaites bien sûr, mais en un peu moins de temps que la dernière fois, s'il te plaît? Oh, bah, en gros, c'était pour dire qu'aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait, je peux dire un mépris. Oh, si on peut dire peut-être un mépris des éditeurs, parce que le sériel, c'est un peu trop l'idée qu'on se fait de ce qu'est la bande dessinée, la bonne vieille bande dessinée, ce truc un peu méprisé et haïssable, et qu'on sent bien que les éditeurs aujourd'hui, ils ont envie de monter en gamme, hein, ils ont envie d'être les éditeurs de vrais livres. Ouais. Et pour faire des vrais livres, il faut faire des romans graphiques, il faut faire des adaptations de romans très sérieux, il faut faire des adaptations de documents, faut faire de la BD du réel. Mais c'est toujours ce qui est un peu dramatique, je veux dire en France, c'est quand on veut dire qu'on méprise pas quelque chose, en fait on finit par le mépriser et l'éliminer, quoi. Ouais.
C'est-à-dire qu'on dit oui, mais la BD c'est bien, c'est mieux que ce que vous imaginez. Et en fait, ce qu'on prouve, c'est qu'il faut éliminer ce que les gens appelaient de la bande dessinée et puis passer à autre chose, quoi. Il faut le rebaptiser, il faut changer les thématiques. On n'a plus le droit de faire la bande dessinée à l'ancienne. Ou alors, il faut que ce soit comment dire, dans une licence, quoi, quelque chose qui est dans les cœurs des gens depuis moultes années, mais on n'a plus la possibilité aujourd'hui véritablement de créer de nouvelles séries, d'installer de nouveaux concepts sériels. Ouais, mais en fait, alors on est un peu étonné en fait, dans le sens où il y a quand même Netflix et tout ça qui nous abreuve à tire-larigot de séries justement. Et je sais que toi, il y a des fois on t'a refusé des projets en te disant bah non, ça c'est pas pour de la BD, c'est plutôt pour Netflix. Bah oui, c'est ça. Mais c'est quand même étonnant. Pourquoi en BD ça marche pas alors qu'en télévision ça marche à fond? Bah écoute, je ne sais pas. Alors après, c'est peut-être effectivement parce que Netflix il peut proposer toute une histoire qui est posée sur la plateforme en une fois, et après tu binge watching. Ouais. Ah, tu regardes en série en l'ensemble fait. de la série. Ouais. Voilà. Alors que nous, bon, voilà, au rythme auquel on avance, surtout avec un dessin un petit peu léché, ça a aussi une autre problématique d'ailleurs, c'est l'abandon de plus en plus par les éditeurs du dessin léché, puisque maintenant il faut faire du dessin à l'arrache parce que c'est payé moins cher et ça se fait plus vite, donc là, ça permet d'avoir des rendez-vous plus rapides avec les lecteurs, quoi. Certains parlent même de bandes gribouillées. Ah, je la connaissais pas, mais c'est assez joli. Ouais. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'aujourd'hui tu viens avec un projet. Moi j'avais un projet par exemple il y a quelque temps en 2 tomes. On m'a dit ton histoire elle est chouette, mais pourquoi faire 2 tomes? Faisons plutôt un tome. Le problème, faisons un gros tome. Mais le problème c'est que le dessinateur que tu nous proposes, il a un dessin trop léché, donc il va falloir le payer trop cher et ça sera pas rentable par rapport au nombre de pages. Donc il va falloir te trouver un autre dessinateur. Et en fait, tout doucement, on abandonne l'envie qu'on a, les collaborations qu'on a envie d'avoir, et effectivement, on renonce au sériel, on renonce au beau dessin, et on renonce aussi à une certaine façon de raconter des histoires, quoi. Ouais. Parce qu'il faut dire aussi pour les auditeurs, il y a eu une métamorphose du métier, enfin depuis quelques années déjà, parce qu'il y a eu une disparition des revues. Parce qu'avant, les auteurs étaient payés par la prépublication dans les revues. Ils étaient payés donc mensuellement, généralement, ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois, selon quand ils rendaient leur page. Et ça a complètement disparu en fait. Et après, dans le dessin léché dont tu parles, c'est un dessin avec des couleurs, du lettrage, etc. Et donc, c'est pas... à la limite, on pourrait penser pourquoi les mangaka, ils arrivent à faire des choses, mais c'est vrai que la plupart du temps, les mangas, il y a 2-3 pages en couleur, et puis après, ça passe au noir et blanc direct, en fait. Tout à fait. Donc, mais c'est vrai aussi qu'on a... Comment dire, on n'arrête pas de pleurer en ce moment sur le fait que le manga fonctionne très 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 bien. Mais vraiment très très bien. C'est-à-dire que sur les 100 meilleures ventes en bande dessinée en France en ce moment, je crois qu'il doit y avoir 80 mangas. Ouais, c'est merci le Pass Culture. Merci le Pass Culture, tout à fait. Et mais en même temps, comment dire, le manga, il y a beaucoup de mangas en tout cas qui fonctionnent très très bien, qui sont essentiellement destinés aux adolescents, et on se rend compte que la bande dessinée a complètement négligé depuis 30 ans les ados, quoi. On est plus sur une bande dessinée soit pour enfants, soit sur une bande dessinée plus adulte qu'ado, hein, franchement. Ouais. Pour aller dans ton sens, le dernier numéro de Cahiers de la bande dessinée faisait écho à la disparition de la bande dessinée d'aventure, justement, et c'était assez bien analysé, effectivement, sur le nouveau paysage de la bande dessinée. D'accord, je vais aller lire ça tout de suite. pas tout de suite, parce qu'on a encore un entretien à finir et une deuxième partie après. Et on voulait quand même aborder un petit peu... Alors, on va pas parler de tout ce que tu as fait, hein, parce que quand même, si on résume une année 92... Ça fait depuis 1992 que tu fais du scénario, donc ça fait une 30aine d'années en fait. Et donc, ça fait même 30 ans cette année, oui, on peut le dire. 30 ans cette année, ouais. Et donc ça veut dire que tu as plus d'années en tant que scénariste que d'années de vie sans scénario en fait. C'est quand même pas rien.
Et encore, j'ai commencé à faire de la bande dessinée quand j'avais 8 ans. Donc... Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, ça, en fait, j'ai jamais fait grand-chose d'autre. Hein. D'accord. J'ai essayé d'aller à la pêche, mais ça n'a pas donné grand-chose. Ouais, ça marche. Je me suis dit, je vais rester scénariste. Et donc, du coup, on va parler un petit peu quand même de Urban. Dans la deuxième partie, Benoît, il parlera avec toi de Luminari. Et donc, c'est quand même une super série. Avec Roberto Ricci au dessin, ce qui est quand même pas le dernier des manchots. Ouais, exactement. C'est clos en 5 volumes, c'est paru chez Futuropolis. Et c'est vrai que c'est du comics pur et dur comme on l'adore, c'est-à-dire que ça bouge, c'est vivant, ça raconte plein de choses d'un point de vue action-aventure, mais il y a aussi tout un sous-texte et il se passe plein de choses en fait dans cette BD. Et donc, moi, ce que je comprends pas en fait, c'est pourquoi nous, on n'arrive pas à vendre ça aux Américains en fait. Bah, si on essayait déjà de le vendre aux Français, ce serait pas mal. Le problème, en fait, alors j'en reviens les problématiques, c'est en France, on est sous chapelle. Les Américains, ils achètent du comics. En France, on est sous chapelle. C'est soit on fait de la BD indépendante, soit on fait de la BD distractive. Et visiblement, on n'a pas le droit de faire les deux. Parce que si on fait les deux, on s'aliène tout le monde. On est trop chiant pour les mecs qui veulent de la distraction, et on est trop distractif pour les gens qui veulent de la BD sérieuse. Voilà, donc moi, en fait, ça fait 30 ans que j'ai le cul entre deux chaises et je commence à avoir mal aux fesses. Ouais. En même temps, les Américains, ils ont aussi une production beaucoup plus faible, mais ils ont une production autoriste, entre guillemets. Et il y a plein de gens qui ont autoproduit des choses et qui ont fait des séries et des travaux assez extraordinaires. Parce qu'ils luttaient aussi quand même, parce que après le comics, ok, mais c'est vrai aussi qu'il y avait quand même plein de... peut-être 90% de boost dans ce qu'ils produisaient quand même. Parce que les aventures de Spider-Man et compagnie, quand c'est la 150e et que... Voilà, alors après, il y a des épisodes géniaux, etc. Effectivement, Miller, Mazzucchelli et tout ça, c'est génial, mais il y a aussi pas mal de production, quoi. Donc, non, mais je dirais, le bonheur et le malheur du comic, c'est que pendant, effectivement, ça a duré quoi, 50 ans peut-être, de domination absolue du super-héros, donc il fallait se débrouiller avec ça. Et du coup, les gens, finalement, ils ont perverti le comics en injectant des préoccupations personnelles ou des préoccupations sociétales dans des histoires qui étaient destinées au très grand public. Et du coup, eux, ils ont, n'ayant pas la possibilité soit de faire des choses, enfin, comme de faire des choses beaucoup plus indé, on va dire, ils ont installé l'indé dans le... même parfois de façon très larvaire, mais ils ont installé l'indé dans des choses très très grand public. Donc eux, ils ont réussi à trouver cet équilibre entre une bande dessinée qui est toujours restée distractive, mais en y ajoutant des dimensions très différentes, alors que en France, on avait la bande dessinée, on va dire effectivement d'aventure, avec des personnages qui bougent, puis de la bande dessinée très très sérieuse, avec tout ce qui est devenu le roman graphique, la bande dessinée indépendante et tout ça, quoi. Et on n'a jamais réussi à trouver, je sais qu'on en a beaucoup parlé avec Denis Bajra, mais on a toujours rêvé de trouver cet éditeur qui chercherait l'équilibre entre les deux. On n'a jamais trouvé. Et du coup, alors maintenant, est-ce que tu vas continuer ta complicité avec Roberto ? Est-ce que vous allez continuer sur d'autres... Alors, on avait un projet. On avait un projet à l'international. D'accord. Avec une grande maison américaine pour laquelle Enrico Marini a fait 2 albums il n'y a pas très longtemps. D'accord. Sur Batman. Voilà, un peu... enfin, justement, dans ces univers-là. Et apparemment, chez DC, ça tangue un peu, puisqu'il y a 1 an et demi de ça, alors DC avait été racheté par Warner, et Warner vient d'être racheté par AT&T. Et je pense qu'ils ont dû faire un audit et de se dire que chez DC, il y avait beaucoup de monde pour une rentabilité assez moindre. Et du coup, il y a pas mal de valses, et ce qui semblait acquis a été remis en cause, et du coup, le projet est en stand-by. D'accord. Bah, écoute, qui fait que Roberto est parti vers autre chose, et que moi, je pleure le fait de ne pas pouvoir continuer avec lui. D'accord. Bon, on va faire une petite pause musicale, comme ça tu vas pouvoir réviser Luminari pendant ce temps-là, parce qu'après il y a Benoît qui va t'auditer sur Luminari et ça va pas plaisanter. Hein. Donc on va s'écouter un morceau que tu as choisi, le groupe s'appelle Portugal, et le morceau s'appelle The Man Feel It Still.
my hands on myself, feel it still. Not I had your fill, feel it still. Luc Brunswick, bonjour. Bonjour, j'apporte une petite précision. Le nom du groupe, c'est Portugal The Man. C'est le nom du groupe, Portugal The Man. Pareil. Ça ne veut strictement rien dire, mais voilà, j'adore D'accord, et cette le chanson. morceau s'appelle Feel It Still. Voilà, ouais, Voilà, c'est ça. Ah là là, Et la boulette. Et pourquoi ce choix de chanson? Bon, parce que ça me transporte. Ok, d'accord. Nous aussi, hein. Merci. Non, c'est sympa, ouais. Alors, parmi les très nombreuses questions qu'on avait pour toi, on se demandait, alors je relis la liste des auteurs qui ont travaillé avec toi comme dessinateur: Cécile, Étienne Leroux, Roberto Ricci, Laurent Hirn, Stéphane Perger, excusez du peu. Quelle est ta recette pour travailler avec autant d'excellents dessinateurs? Ou plutôt, qu'est-ce que tu leur promets pour travailler avec toi? De la patience, parce que j'attends qu'ils soient libres pour pouvoir travailler avec eux. Ah oui. Du coup, c'est merveilleux, ça donne une qualité de bande dessinée de très 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 haut niveau, quoi. Ouais, non, mais en fait, la plupart des sujets sur lesquels je travaille sont tellement importants pour moi, ça paraît logique, mais enfin bon, il y a des gens qui sont prêts à se jeter sur le premier dessinateur qui passe. Moi, je préfère quand même prendre le temps de trouver le dessinateur qui vient. Roberto, il m'a fallu 30 ans pour le trouver, hein, quand même. Entre le moment où j'ai commencé à réfléchir Urban et le moment où je l'ai trouvé, il s'est passé 30 ans, quoi. Mais c'est pas cohérent puisque tu as 30 ans de scénario, alors qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai commencé à écrire beaucoup plus tôt, monsieur. D'accord. 30 ans de scénario publié, mais D'accord. Ah, c'est délirant, tous les détails que Ricci place dans ses vignettes, c'est impressionnant, vraiment. Et en plus, il va te dire que lui, il reste assez simple et qu'il y a des gens qui sont encore plus dans le détail que lui, mais il se rend pas compte, je crois. Il parle de Geoff Darrow, quoi. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, après, oui, il doit y avoir Geoff Darrow et Roberto juste en dessous. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, après avoir chroniqué dans cette émission les 2 premiers tomes de Luminary, je voulais savoir quand sort le 3e. Alors, une date qui m'embête un peu. Présidentielle? Ouais. 3 jours avant le second tour présidentiel. D'accord. Je vois pas le rapport avec les élections, mais... En fait, c'est documenté, hein, mais tout éditeur te dira que au moment d'une élection et plus encore au moment de l'élection elle-même, déjà quelques semaines et quelques mois avant, c'est un peu la cata, mais au moment de l'élection elle-même, c'est encore plus catastrophique. On perd environ 5% des ventes, et des fois beaucoup plus. D'accord. 5%, c'est sur l'année, je crois. Une année présidentielle, il y a 5% de ventes en moins. Ok. On se rattrapera après. J'ai vu que Perger avait posté les dernières planches. Oui. Le travail est terminé, donc on attend vivement l'édition. Voilà, je dois le relire cette semaine, et puis après, ça pourra partir à l'impression. Génial. Alors, comment traduis-tu le terme anglais choisi pour le titre Luminary? J'ai trouvé plusieurs versions, mais quelle est la tienne? Justement, on a choisi la version anglaise pour ne pas avoir à choisir une version française. D'accord. C'est une créature qui émet de la lumière. Hein. Astre, moi. J'aime bien les 2 définitions, c'est-à-dire t'as justement une créature ou qui émet de la lumière, et aussi quelqu'un qui attire les gens à lui par ce qu'il dégage, quoi. Et donc c'est intéressant par rapport au personnage d'avoir ce ton-là. Et je dois dire que c'est Stéphane qui l'a trouvé, puisqu'à l'origine, si tu le sais, ça aurait dû s'appeler Photonique. Hein. Mais oui. Une histoire qui était écrite pour un reboot de Photonique. Mais oui. Et on n'a pas pu avoir le nom, puisqu'il continue de travailler, Siro Tota continue de travailler sur le personnage de Photonique chez Black and White. D'accord. Mais il nous a permis de garder l'histoire qu'il trouvait très chouette. Et on a juste à préciser que c'était un hommage à ces univers, et on a eu qu'à changer les noms, en fait. Ouais. Alors comme vous, je suis complètement fan depuis très 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 longtemps de Photonique, et quand j'ai vu que vous repreniez le reboot là de Photonique, je crois que c'était Noël, quoi. C'était génial.
J'ai lu donc le cahier là, en fin du premier tome qui expliquait un petit peu la genèse. Est-ce que vous pourriez nous le rappeler un petit peu Bon, en fait, j'ai rencontré Siro Tota quand j'avais 18 ans, c'est-à-dire vers la fin de la publication de Photonique. Moi, j'étais déjà dans une grosse envie de devenir scénariste, même si je dois être honnête, j'avais jamais rien écrit véritablement. Je composais des histoires dans ma tête, mais j'avais jamais véritablement écrit quoi que ce soit. Et j'étais en train de faire des études, et dans le cadre de ces études, il fallait étudier la démarche commerciale d'une entreprise. Alors comme je savais que je voulais faire de la bande dessinée et qu'en plus mes envies me rapprochaient plutôt du comics, moi je suis allé voir les éditions Lug qui publiaient à cette époque Mustang, puis ensuite les personnages ont été répartis dans divers revues qui publiaient. Oui. Enfin, en tout cas, Mustang, c'était la possibilité pour des auteurs français de créer des super-héros. Alors, c'était des super-héros à l'américaine, puisque ça se passait aux États-Unis, mais en tout cas, les créateurs étaient français. Et puis, parmi ces créateurs, il y avait Siro Tota qui avait créé ce personnage de Photonique, qui me parlait beaucoup, parce que c'était la première fois qu'on avait un personnage aussi faible dans son identité originelle, puisque c'était un petit bossu méprisé de tous, qui devenait un surhomme, quoi. On passait de l'homme le plus faible de la Terre à l'homme le plus fort du monde. Et le contraste des deux était intéressant, parce qu'en fait Photonique pouvait perdre ses pouvoirs. C'est comme une immense batterie qui peut se décharger, quoi. Et donc il pouvait perdre ses pouvoirs et redevenir le petit homme tout faible qu'il était au démarrage. Et je me sentais plus proche évidemment de Thaddeus Tenterhawk, son alter ego, que de Photonique. Ah oui, enfin tout ça pour dire que voilà, donc je rencontre Siro Tota dans les locaux des éditions Lug, et là il a le malheur de me demander: mais pourquoi es-tu aussi enthousiaste, mon jeune homme? Et je lui réponds que je veux devenir scénariste, et il me dit: bah écoute, justement moi je veux arrêter les scénarios de Photonique et ne plus faire que le dessin, est-ce que ça te dirait de reprendre les scénarios? Génial. On a travaillé dessus pendant 1 an, et puis au bout d'1 an, ils ont arrêté la publication de Photonique, donc j'ai jamais pu être le scénariste de Photonique. C'était une énorme frustration. Ouais, j'imagine. Ouais. En restant un peu pragmatique, je considérais le format de la BD, c'est un format un peu haut. Est-ce que c'est un hommage aux comics ou pas, ou est-ce que vous l'avez pensé comme ça? À l'origine, c'est un format comics, ouais, mais agrandi, mais de façon homothétique, donc c'est un format comics agrandi, ouais. D'accord. Et le 3e tome, alors du coup, ça se termine comment? Non, on va pas spoiler. Alors, déjà, il faut le savoir, ça se termine. Déjà. Ça se termine parce que, toujours dans ce problème avec le sériel, les éditions Glénat ont considéré que les ventes de Luminary n'étaient pas à la hauteur de ce que nous leur coûtions, donc ils nous ont privés d'un tome 4. Oui. D'accord. Voilà, mais on a réussi à trouver une fin que je pensais satisfaisante et qui permettra aux gens sinon de tricoter une suite, en tout cas de se dire qu'il y aurait eu une suite possible sans que ce soit frustrant. D'accord. Parce que pour l'instant, le fantastique et une certaine réalité est assez bien équilibré jusqu'au 2e tome. Là, on a hâte de connaître la suite, quoi. Voilà, on bascule complètement dans un fantastique totalement débridé avec des couleurs éclatantes. Ouais. Non, on reste dans cette idée de bien équilibrer justement l'aspect social de cette Amérique qui ressemble étonnamment à la nôtre, une Amérique fracturée entre blanc et noir. Ok. Est-ce qu'on peut passer à Conan le Cimérien? On peut faire ça. Je ne savais pas qu'on irait au-delà de Luminary, mais pourquoi pas? Ouais, il y a tellement de questions. En le parcourant, là, je voulais connaître quel était le projet que tu nourrissais en t'attaquant à Conan. Quelle touche perso tu voulais apporter, et y es-tu arrivé? Non. Merci. Non, parce qu'en fait,
démarrage de l'histoire, c'est qu'en fait, je voulais faire un Conan avec Étienne Leroux, un peu dans l'esprit de ce que j'avais fait avec Holmes, avec Cécile. D'accord. Donc à tirer Conan vers moi, et puis surtout en fait, ce que je voulais, c'est étudier la bascule entre le Conan le barbare et le roi Conan, quoi. C'est-à-dire comment un être totalement, on va dire, égoïste peut devenir et basculer dans quelque chose de complètement différent, puisque c'est finalement un roi très arthurien qui se met au service de son peuple. Comment il fait la bascule? Et c'est ça que je voulais étudier dans une histoire. Et quand on s'est penché sur comment obtenir les droits de Conan, on a eu une grosse migraine. Et ouais. On a eu une très très grosse migraine, et en fait on nous a dit que de toute façon c'était pas possible. Il fallait vivre avec un avocat à côté de soi qui nous éviterait de faire des erreurs. Et donc par la bande, j'ai appris que Glénat et Jean-David Morvan étaient en train de monter une collection autour de Conan, donc j'ai levé le doigt. D'accord. Mais on nous a dit qu'il fallait rester complètement dans les clous, parce qu'il y avait tellement de choses qui avaient été faites autour de Conan qu'il suffisait qu'on mette rajoute un bout d'histoire qui avait été déjà fait par quelqu'un d'autre pour se retrouver devant un tribunal international. D'accord. C'était un peu le sujet de la question. Voilà. Okay. Voilà. Donc du coup, il a fallu être très respectueux. La seule chose finalement qui se rapprochait de mon envie originelle, c'était de parler de King Conan, puisqu'on est dans cette période-là du personnage. Mais on n'a pas pu apporter énormément de choses, quoi. Ok, d'accord. Merci. Bah écoute, merci pour toutes ces réponses. On va clore la deuxième partie de cet entretien avec un autre morceau de musique. Mais d'abord, on va te dire au revoir, puis merci énormément pour toutes ces réponses. C'était super cool. Eh ben, merci à vous. C'était très chouette. Et puis à une prochaine, je pense. Bah, si t'as un brunch Figate à faire, mais en plutôt 3-5 minutes, on pourra t'ouvrir l'antenne de nouveau. Et donc maintenant, on va s'écouter Marianne Faithfull qui va chanter As Tears Go By. Merci encore à toi et à plus. Au revoir. Ah, c'était Marianne Faithfull, Marianne pleine de foi. Nous retrouvons maintenant Damien Dognaud, en qui notre foi par contre a bien baissé depuis ses fallacieuses révélations de la semaine dernière, lorsqu'il faisait rimer Dognaud avec Yago. Dans notre grande mansuétude, nous avons décidé de ne point rompre son petit CDD, histoire de lui laisser l'occasion, un jour peut-être, de nous faire une vraie chronique sur la BD, et non ces périphériques que sont parfois la peinture ou le cinéma. Sera-ce la semaine où Damien, enfin, nous parlera vraiment de BD? Nous l'allons découvrir tout de suite. Bonjour Damien. C'est pas pour me la péter, mais je suis un gros fan de séries. Alors de séries télé, BD, feuilleton. Et la série du moment, c'est plus Game of Thrones. C'est plus Breaking Bad. C'est pas encore le prochain tome des frères Rubenstein. C'est... roulement de tambour. Derrick. C'est pas Derrick non plus. Ah. C'est pas le renard. C'est pas Rex. Y aura-t-il de la BD à Angoulême? Ah oui. Previously, dans les épisodes précédents, on annule, on reprogramme, on décale, on supprime. La saison 21 avait été super dynamique, pleine de rebondissements, de tensions, de drames. Et voilà la saison 2022 qui démarre avec une date. 27-30 janvier. On a un épisode pilote du tonnerre. Et là, patatras. C'est pas une saison, c'est un unitaire. Et il finit par une nouvelle annulation. Non, cliffhanger, retournement, code théâtre. On le fera du 17 au 20 mars. Angoulême aura bien lieu. Encore un roulement de tambour, je suppose. La suite au prochain épisode. À votre place, j'écrirai au crayon papier dans mon agenda. Mais j'avais envie de mettre en avant l'industrie culturelle en général et le livre en particulier. Mais aussi les cafés qui ont investi, bon élève du geste barrière, les cinémas qui se sont adaptés, les boîtes de nuit, les médiathèques, les clubs libertins, tout ça soumis aux phases vaccinales, quand on peut se ruer comme un troupeau de moutons sur le premier jour des soldes et s'entasser dans le métro. Et des réunions politiques. Car oui, en date du 21 janvier dernier, le Conseil constitutionnel l'a confirmé. Il serait anticonstitutionnel de subordonner l'accès aux meetings pour écouter les candidats vendre leur soupe. Alors, on est des bons élèves, on s'adapte à tout, mais on se fait emmerder, on se voit supprimer des manifestations culturelles depuis 2 ans, annuler des rencontres, empêcher d'accéder à la culture, quand il suffit de faire une réunion politique pour avoir un blanc-seing. Pas de fermeture, pas de report des élections pour éviter les attroupements militants au pire des vagues et des pics de variants. C'est maintenu et je t'emmerde, toi qui n'as d'autres revendications que de vouloir ouvrir un livre. Bah si, quand même, c'est ta marque de fabrique, quand même. D'accord, je suis de mauvaise foi. Alors je vais proposer aux buralistes de mettre en avant la valeur
de débat politique du café du commerce. Ah non, monsieur le Conseil constitutionnel, on ne boit pas un café debout au bar, on débat de l'avenir de la France. C'est du sérieux ici. Et les médiathèques, venez en masse les gens. Ici, on a accès au programme des candidats des 50 dernières années. C'est pas de la culture, monsieur, du Conseil constitutionnel, c'est de la politique. On a le droit. Pour le cinéma, je conseille de programmer les films de Ken Loach et de Costa Gavras. On voit pas un film, on débat. C'est un meeting en projection. Conseil constitutionnel va rien dire contre ça. Cette politique de 2 poids 2 mesures, qui ne semble déranger aucun candidat, bon, je n'en estime aucun et je méprise les autres, est une fois encore menée sur le dos d'une culture et d'un art de vivre qui ont déjà pas mal plié, sans qu'on ait entendu notre ministre lever un sourcil. On peut fermer l'accès aux livres, ses copains auront des militants pour soutenir leur campagne. Alors, si le droit fondamental est supérieur pour la politique, comme l'estime le Conseil constitutionnel, si vous estimez qu'un meeting un meeting de campagne est plus fort que le Covid, je vous rappelle, messieurs les idylles, ces mots de Churchill, si ce n'est pour la culture, pourquoi dit-on-nous ? Belle conclusion. Bravo, merci d'avoir quand même un petit peu parlé de BD au tout début, puis après ça a dérivé vers les clubs libertins et tout, et puis après, voilà, la culture en berne, etc. Quelle tragédie. On ne se refait pas, mais si tu veux, j'ai lu de très très chouettes BD il n'y a pas longtemps, mais... ouais, mais là ton temps d'antenne est écoulé. Je laisse les lecteurs les découvrir par eux-mêmes. Ça marche, merci. Allez, à plus. Je dirais même plus. Je dirais même plus, tire son dernier bord sur Millennium avant de rentrer au port pour une semaine. On va penser à Marilyn Monroe qui chantait ses délicieux pou pou pilou. Et André, lui, il s'échauffe les cordes vocales sous la douche en fredonnant des mou mou minou qu'il a une poignée de minutes pour nous expliciter maintenant. Vas-y, André. Dans une prochaine chronique, annoncée et chantée par le chœur des Vierges de Radio Millennium, je vais évoquer les signatures si particulières de Lavergne, de Bottaro et de Franquin. Mais cette semaine, je vais vous entretenir d'un homme qui, lui, a utilisé 3 noms différents pour signer son œuvre. Le premier nom, c'est Guy Mouminou. En second, Guy Sagère. Et le troisième, Dimitri. 3 signatures pour un seul homme. Pourquoi ? Né le 13 janvier 1927 à Paris, Guy Mouminou, ça c'est son vrai nom, est le fils d'un couple d'Alsaciens. En 1942, il est âgé de 16 ans quand il s'enrôle dans l'armée allemande et se retrouve sur le front russe. De retour en France, il purge une peine de 3 ans dans la marine française. Je crois qu'on peut dire qu'on est quand même assez loin du parcours habituel d'un dessinateur de bande dessinée lambda. D'après Henri Filippini, le grand historien de la BD, à qui j'ai emprunté ces quelques informations, Mouminou se lance dans la BD en 1947 en dessinant les aventures de Monsieur Minus dans Nous les jeunes. Enfin, Gilles, dans Eux les jeunes. C'est plus nous. Ouais. C'est plus nous. En 1959, il dessine quelques Oncles Paul que le journal de Spirou publie. Et là, il commence une longue collaboration aux éditions Fleurus. Dans cette bonne presse catho, il anime Blason d'argent, une magnifique série moyenâgeuse qui se déroule sous le règne de Louis IX et qu'il poursuivra tour à tour dans les pages de Âme Vaillante, de Formule 1 et de Fripounet. En 1963, il rencontre J.G., le Joseph Gillin. C'est le début d'une grande amitié et il devient son assistant et son scénariste pour Valardi. Il éloigne un peu ce personnage de son esprit scout et il l'entraîne dans les errances de l'époque yéyé. Ça marche moyen. Les lecteurs de Spirou n'ont pas tout à fait les mêmes goûts que ceux de Salut les copains ou de Mademoiselle H-tendre. Changement de style, il abandonne le réalisme et commence une carrière humoristique dans Pilote. Les disparus de Paul Croac, une délicieuse et poétique aventure qui sent bon la Bretagne. Suivront Goutte à tout et de Rochaud. Alors ceux-là, je les cite surtout
pour la qualité des jeux de mots, je répète, goûte à tout et d'or au chaud. Et en 1967, nouvelle signature, Guy Sagère. Mouminou emprunte le nom de jeune fille de sa mère pour signer un roman chez Robert Laffont, Le Soldat oublié, qui sera un best-seller vendu à 3 millions d'exemplaires. 3 millions, c'est énorme. Alors Mouminou, il s'est devenu un auteur incontournable à ce moment-là, alors ? Ben non, pas vraiment, Gilles, parce que là, nous sommes dans l'ambiance de 68 et le bouquin est jugé comme un éloge à l'armée allemande. Oui. Alors ça va lui fermer pas mal de portes, dont celle, évidemment, de pilote. Un changement de signature s'impose, donc, et là, ce sera Dimitri pour Crampon, le héros de la série Goulag. Mais finalement, le Goulag, inspiré par son passage sur le front russe, cartonne. Et ça cartonne à donf dans les pages de Charlie Hebdo et aussi en album. Je dirais Caracho. Entre-temps, Guy Mouminou, Guy Sagère, Dimitri, ce misanthrope, ce grand admirateur de Céline, évidemment, est devenu l'ami du professeur Choron, ancien parachutiste, et de Reiser, fils naturel supposé d'un soldat allemand, qui se ressemble, paraît-il, s'assemble. L'homme aux 3 signatures se retire dans sa campagne briarde et dessine encore quelques albums, comme le somptueux Hymne à la forêt. Il retrace sa carrière dans un ouvrage qui s'intitule « La BD, un merveilleux métier de chien ». Si au détour de quelques vides-greniers, vous rencontrez des BD de Mouminou ou bien de Dimitri, suivant les signatures, eh ben ne résistez pas, franchement, ne résistez pas. Guy Mouminou s'est éteint le 11 janvier dernier, à quelques jours de ses 95 ans. Voilà. Waouh, sacré parcours quand même. Il y a beaucoup à dire sur ce monsieur, mais effectivement, il y a quelques albums qui sont extraordinaires. Je dirais même plus. Voilà, mesdames et messieurs, c'est le numéro 15 de votre Je dirais même plus qui s'achève sur Millennium. Vous avez pu y entendre votre brochette de chroniqueurs équeuses du dimanche favori, Clotilde, Benoît, Damien et André. Belle équipe renforcée aujourd'hui par le quintinet Gilles Perrotin. Un grand merci toutes et tous. Aujourd'hui, nous donnions la parole à monsieur Luc Brunswick, notre formidable et dominical invité trentenaire formidable, trentenaire en tant que scénariste de BD, car pour l'état civil, il jauge un poil plus. C'était un grand plaisir de le recevoir ici, et nous le remercions avec chaleur, un mot qu'on ne peut plus guère utiliser dans nos brillants échanges sur la météo ces jours-ci. Cette émission était, comme les autres, cornaquée par celui qui nous plante ses éperons dans nos flancs quand il voit la pendule tourner, notre horloge atomique à nous, l'ami Greg. Nous nous retrouverons dès la semaine prochaine avec un autre formidable et dominical invité formidable, un dessinateur cette fois, car il faut varier les plaisirs. Il a un magnifique nom d'origine italienne et il vient de sortir le tome 2 des aventures d'une détective écrite par un scénariste norvégien. C'est tout pour les indices, vous devriez déjà avoir trouvé. Il est presque 20h, vous pouvez ouvrir le sachet de cacahuètes du début et sortir le cidre fermier du frigo, car nous vous libérons pour l'apéritif. Les gens, si ça vous a plu, ne manquez pas les prochaines, toutes les prochaines. Parlez-en autour de vous, balancez sur les réseaux sociaux, allez sur notre chaîne YouTube, etc., etc., etc. Voilà. À dimanche prochain pour une 16e émission que nous espérons haute en couleur et avec un ancrage soigné. C'était Je dirais même plus, on vous embrasse bien fort et on se souhaite à toutes et tous un proche retour à des existences un peu plus libres et moins masquées, mais surtout avec des BD. Kenavo! Kenavo!